Voilà l'heure de la dernière masterclass. Oh non, mais il reste encore 1h30. Ouais. J'ai toujours rêvé de faire ça. Du coup, l'idée, donc l'objectif de cet atelier, c'est vous donner des grandes pistes, des petits conseils sur la manière dont vous pouvez créer, gérer une communauté, gérer votre communauté, et puis comment faire pour gérer une crise quand elle arrive. À la suite d'une vidéo, d'un post. On vous présentera aussi quelques outils sur la fin. L'idée vraiment, on voulait insister là-dessus avec Lisa, c'est que se former au community management en 2 heures, c'est pas possible. Donc on va surtout vous donner des pistes, des clés. Voilà, c'était le mot que je cherchais, merci. Des clés pour vous aider à aller un petit peu plus loin. Mais voilà, on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, mais un petit peu quand même déjà. Donc, et surtout, n'hésitez pas tout au long de cet atelier à nous interrompre, à poser toutes vos questions. L'idée, c'est que même si on est devant vous comme ça, que ce soit interactif le plus possible. Voilà. Voilà. Et puis du coup, on va commencer tout de suite. J'aimerais bien, moi, savoir déjà, enfin, vous aviez eu un peu déjà le plan de la journée, donc vous avez peut-être déjà réfléchi à ce dont vous vouliez aborder au niveau du community management et de la gestion de communauté. Donc peut-être que vous avez des attentes et des besoins en particulier. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un tour, justement, tour des attentes, on appelle ça. Et puis on va les noter et voir si au fur et à mesure de la présentation, on y répond. Et puis si on n'y répond pas, du coup, on verra ça également à la fin pour ajouter des petits détails croustillants en plus. On peut peut-être aussi se présenter parce que nous, on vous connaît, mais vous ne nous connaissez sûrement pas. Et du coup, voir comment, avec nos parcours aussi, on peut vous aider peut-être sur des points précis. Moi, on m'a proposé de faire cette formation aussi parce que j'ai été community manager pendant 2 ans. Dans une association. Donc, du coup, j'ai eu la chance de ne pas avoir à gérer de crise, parce que c'était une communauté extrêmement bienveillante. Mais voilà, du coup, j'ai dû apprendre aussi à gérer une communauté, à essayer de l'agrandir aussi, et à développer ce qu'on cherche tous à faire, c'est-à-dire le petit sentiment d'appartenance aussi, et développer les interactions. Et moi, c'est Lisa. Sur Internet, je communique plus sous le doux pseudonyme de Miquette. Et ça fait 4 ans que je travaille plus ou moins sur Internet en faisant plein de trucs différents. J'ai été community manager chez TF1, chez France Télévisions. J'ai été aussi CM chez Mademoiselle. Et maintenant, je suis journaliste chez Combini, mais où je fais aussi du community management, et qui est aussi un média qui est très présent sur les réseaux. Donc, pour le coup, j'ai bouffé un petit peu de crise. Mais c'est cool, ça apprend plein de choses. Voilà, du coup, on commence par là, peut-être, sur justement tes besoins, tes questions. Qu'est-ce que ça t'inspire et voilà, quelles sont tes attentes vis-à-vis de cet atelier? Moi, j'attends pas grand-chose. Oui, c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir comment j'arrive pour mon truc de moto, de savoir comment gérer s'il y a une grosse crise ou quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai pas de notion encore de... Enfin, je vois bien comment ça peut se passer. Je suis beaucoup sur Twitter, donc je vois énormément quand il y a des trucs qui se passent. Comme tu disais tout à l'heure avec le HelloJVC, le hashtag HelloJVC, je vois énormément de choses horribles. Et j'aimerais bien apprendre à gérer ce genre de choses et à pouvoir essayer d'entamer plus des discussions que des conflits. Finalement, ça peut être intéressant de savoir comment bien formuler, enfin je sais pas comment gérer ce genre de truc sans que ça aggrave le cas, quoi. Donc j'ai pas de communauté à gérer, mais je trouve que la communauté que je vise à créer, c'est toutes les personnes qui s'intéressent de la représentation des femmes au cinéma. Okay. Il y en a énormément d'organisations qui font déjà ça, mais bon, je cherche à en faire partie. Après, ça va plutôt être comment fédérer une communauté. Donc, nous, on s'intéresse plutôt aux enfants, comment toucher les parents au sens large. Parce qu'il y a des parents qui sont scientifiques, ça on arrive à les toucher, mais ceux qui sont pas scientifiques, comment les intéresser assez pour qu'ils puissent vouloir les montrer à leurs enfants.
Et si je peux me permettre aussi, tout à l'heure on parlait ensemble de avoir une communauté sur Twitter, avoir une communauté sur Facebook, avoir une autre communauté sur YouTube, avoir 3 communautés, comment les... Enfin, c'est fédéré aussi, mais peut-être une autre fédération, enfin je sais pas, après Comment je les rassembler et comment mais les je pense, ouais, comment rassembler en fait sur une même plateforme, etc. Je pense que ça peut être... Parce que du coup, on en discutait et en fait, avant de lancer la chaîne, j'ai fait un MOOC sur les réseaux sociaux, mais plutôt orienté vers médiation culturelle scientifique. Du coup, ça m'a beaucoup aidé, mais là, j'ai un Twitter avec une certaine communauté, c'est plutôt des enseignants et scientifiques. J'ai le Facebook où c'est plutôt nos potes et notre famille, et YouTube où c'est plein de gens mélangés. Et ouais, comment faire le lien entre les trois, sachant que ceux qui sont sur Facebook ne sont pas forcément sur Twitter et inversement. Je vais pas y répondre tout de suite parce que parfois c'est des choses qui vont venir dans la presse. Pour l'instant, on balaye les besoins, on va répondre en partie par la présentation et à la fin, on a laissé un peu de temps pour revenir justement sur vos questions. Donc, c'est bien de faire un tour maintenant. Alors moi, à titre personnel, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Facebook sur lequel je ne vais jamais, donc j'ai raté des trucs à cause de ça, parce qu'on me parle sur Facebook, mais oui, mais je n'y suis pas. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est comment l'utiliser efficacement et pour que j'y passe le moins de temps possible, Twitter, Facebook, parce que je pense que pour étendre sa communauté, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Pour informer quand on fait des lives, des trucs comme ça, je pense que c'est pas mal, mais j'ai pas envie d'y passer ma vie parce que c'est pas un truc que je kiffe. Moi, ce serait plutôt la deuxième question, parce que c'est vrai que je suis impressionnée par la tournure des gros bad buzz, et je me dis, mais à quel moment il aurait fallu faire une action pour que tout s'arrête, ou est-ce qu'il faut juste attendre que ça passe? Mais parfois, quand t'attends que ça passe, c'est encore pire. Donc du coup, comment trouver la bonne action à faire quand il y a un bad buzz pour que voilà, ça se calme un peu. Ok, on va revenir. Ce ne sera pas une formule clé en main, mais en tout cas, on va l'aborder, on va donner des pistes. Et moi, je suis très intéressée par tout ce qu'on a déjà abordé et j'ajouterais aussi le rapport personnel avec certains followers. Parce qu'au final, moi j'ai une communauté où on a l'occasion de se rencontrer, où on s'est déjà rencontrés et on a pris c'était très sympa et c'était même à mon initiative. Donc voilà, mais du coup, effectivement, comme dans toute rencontre personnelle avec les gens, il y a ceux qui nous prennent pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire leurs meilleurs potes, ou ceux qui attendent de nous des choses qu'on n'est pas là pour donner. Donc peut-être, comment rester un personnage public tout en ayant cette relation personnelle avec les viewers, parce que je peux encore me le permettre vu que la communauté est restreinte. Alors, déjà, ce que vous pouvez faire au début, quand vous commencez à créer votre chaîne, c'est faire un benchmarking. C'est-à-dire, c'est faire un panorama de tout ce qui existe sur Internet et des gens que vous aimez bien suivre. Essayez d'en tirer des leçons et de vous dire « Tiens, je pourrais piocher la manière de parler chez telle personne qui m'inspire et j'aime bien comment telle personne gère son compte Instagram » et essayez de piocher des inspirations un peu à droite à gauche, pas forcément des gens qui sont vidéastes ou qui sont sur YouTube. Ça peut être une femme politique, ça peut être un mec qui fait de la photo. Enfin, vraiment, essayez de vous balader sur le web et essayez de voir qui a un ton qui vous touche, qui a des traits d'humour, en tout cas, que vous aimez bien. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont se dire c'est mal, il faut surtout pas copier les autres, il faut trouver sa voie. Et évidemment, l'idée, c'est absolument pas de plagier les autres, mais si demain, vous voulez créer une maison, vous n'allez pas réinventer l'habitation. C'est-à-dire que si demain, vous allez créer une maison, vous allez vous dire « J'aime bien le crépi de celle-ci, et j'aime bien le toit comme il est fait là-bas, et j'ai vu la tapisserie chez machin, elle est super. » Et à partir de ça, vous allez faire un pêle-mêle pour construire la vôtre. Et en fait, votre communauté et votre manière de gérer votre communication en ligne, ça va être la même chose. Et donc, vous allez déjà, avant de parler, faites un panorama de tout ce qui vous plaît et essayez d'identifier ce qui vous plaît chez chaque personne. Donc par exemple, vous pouvez identifier vos rôles modèles et vous dire qu'est-ce qui m'inspire chez ces personnes, qu'est-ce que j'aime chez eux, quelles sont les valeurs qu'ils transmettent et qu'ils me parlent. Donc ça peut être le ton, ça peut être la fréquence des publications, ça peut être la manière de telle personne de rebondir sur l'actualité. Mais en tout cas, l'idée, c'est de piocher un peu à droite à gauche et de vous dire comment moi, je peux réadapter ça à ma façon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir
rédiger votre charte de community management. Ça peut sembler un truc un peu formel et un peu mettre des trucs à l'écrit, mais l'idée c'est de vous poser les bonnes questions pour définir qui vous êtes et ce que vous voulez faire sur Internet. Encore une fois, on va rester dans le BTP, mais si demain vous créez une maison, l'important c'est de poser les fondations et de vous dire quelles sont mes fondations et qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que je veux faire une grande maison, une petite maison, un tipi ou un igloo? Et à partir de ça, une fois que vous savez ce que vous voulez faire et que vous l'avez défini, ce sera beaucoup plus facile pour vous de créer en tout cas votre communauté. Donc les questions que vous pouvez vous poser, c'est quel est l'objectif de ma chaîne? Pourquoi je suis sur YouTube? Qu'est-ce que je veux y faire? Quelles sont les valeurs que je veux faire passer? À qui je m'adresse? Parce qu'on a tous une idée un peu vague finalement de son public. On se dit j'ai envie de parler aux gens qui sont sur YouTube, mais à qui précisément? Et on a toujours une cible large et un cœur de cible. Et c'est important d'essayer de se dire par exemple, je veux toucher les enfants, mais aussi leurs parents. Et essayer justement comme ça d'imaginer à qui on s'adresse directement. Et l'idée, c'est d'incarner son audience. C'est-à-dire que les gens qui vous suivent, c'est pas juste des followers, c'est pas juste des gens qui s'abonnent et des vues, c'est pas juste des chiffres. En fait, c'est des vraies personnes de la vraie vie. Ça fait très bête de le dire comme ça, mais c'est bien parfois d'en prendre conscience. Et pour leur parler et bien en prendre conscience, ce qui peut être cool à faire, c'est de dresser ce qu'on appelle des personas. Des personas, c'est des profils types qui pourraient regarder votre chaîne. Par exemple, se dire, ça peut être, je sais pas, Julie, 17 ans, qui est lycéenne en terminale ES dans un lycée à Angers. Voilà, et vous avez une idée très précise et vous imaginez sa tête et tout. Et à chaque fois que vous parlez, vous imaginez que vous vous adressez à cette personne. D'un seul coup, votre propos va être beaucoup plus incarné et vous allez aussi être plus exigeant. Parce que vous allez peut-être vous dire en écrivant un post, peut-être que Julie, elle s'en fout, en fait. Et donc du coup, c'est important d'incarner votre communauté et de vous dire en quoi ça concerne mon audience. Et évidemment, il ne faut pas se restreindre et après se dire, se bloquer sur cette personne-là, mais c'est une idée de se dire que c'est pas un chiffre et c'est des vraies personnes qui sont derrière. Et ça vous permet d'être plus empathique et d'avoir une communication en ligne qui sera plus incarnée. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez vraiment identifié votre cible et votre persona et vos valeurs, vous pouvez faire ce qu'on appelle du design d'audience. C'est-à-dire essayer d'imaginer sur quels espaces sont présents les gens qui vont vous suivre. C'est-à-dire que si demain vous faites une chaîne qui est adressée aux adolescents, ils ne vont pas être aux mêmes endroits que je ne sais pas, si vous faites une chaîne qui est business, ça peut être intéressant de communiquer sur LinkedIn. Alors que si vous postez un truc sur LinkedIn et que vous touchez des adolescents, en fait, ça n'a aucun sens. Donc c'est vraiment essayer d'identifier où est votre cible et quel système d'alerte vous pouvez mettre en place pour être en lien toujours avec cette communauté. C'est-à-dire, si je ne sais pas si vous êtes vidéaste sur une thématique précise, par exemple sur des sujets militants, ça peut être intéressant d'être sur Twitter. Parce que c'est une plateforme beaucoup plus militante, par exemple, que peut l'être Instagram ou Snapchat. Et donc, si vous voulez parler à ces gens-là, il faut aller à leur rencontre. Il faut aller à l'endroit où les discussions se passent déjà. Ce n'est pas les gens qui vont se déplacer pour vous suivre, mais c'est vous qui devez aller là où ils sont déjà et là où potentiellement votre propos peut les intéresser. À partir de là, vous allez devoir définir les plateformes. Donc, déjà, vous n'allez pas pouvoir être sur toutes les plateformes qui existent à la fois. Donc, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix va se définir en fonction du contenu que vous créez. Donc par exemple, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu avais une chaîne de photos. Il y a beaucoup de photographes qui sont présents sur Instagram, par exemple. Donc pour toi, ça peut être plus intéressant d'optimiser en tout cas ta communication sur Instagram, plus que sur Snapchat ou, je sais pas, sur Twitter. Et inversement, en fait, chaque plateforme a ses propres codes et c'est important de les assimiler et de communiquer là où est le public et d'avoir une vraie ligne éditoriale pour chaque plateforme. On en parlait tout à l'heure, mais le pire truc qu'on peut faire, c'est de faire une publication qu'on poste partout. C'est-à-dire, par exemple, il y a des gens qui, sur Instagram, activent Facebook, Twitter et tout, et dès qu'on fait un post, ça irradie partout ailleurs. C'est une mauvaise chose à faire parce qu'on a souvent tendance à penser qu'il faut être présente partout, mais en fait, l'idée, à chaque fois, c'est de s'adapter
au code de la plateforme. Et si on balance un bout de phrase qui est coupé sur Twitter, parce que ça vient d'un post Facebook très très long, en fait ça n'a aucun sens. Donc il vaut mieux être sur moins de plateformes, mais vraiment s'immerger, comprendre les codes et adapter le message que vous voulez faire passer sur chaque support. Le choix des plateformes, ça dépend de votre cible, mais aussi dans une certaine mesure du temps que vous avez à y accorder. Justement sur ces posts qui sont programmés sur l'ensemble des réseaux sociaux en même temps, on peut penser que c'est un bon moyen au début parce que ça vous permet de gagner du temps. Sauf qu'en fait, l'impact, parce que l'objectif, en fait, c'est de toucher sa communauté, et donc du coup, l'impact sur votre communauté et ce que vous voulez vraiment sera très limité. Donc, au lieu de vous faire gagner du temps, c'est plus une perte de temps parfois. Donc voilà, du coup, il vaut mieux réduire sa présence. Si vous n'avez pas le temps d'être sur toutes les plateformes où vous pensez que votre communauté pourrait être, tant pis. Il vaut mieux se restreindre un peu. Si vous êtes plusieurs à adopter une modération sur plusieurs comptes Facebook ou par exemple Twitter, si vous êtes plusieurs à administrer une page, il faut aussi que vous dressiez des grandes lignes éditoriales à adopter. Par exemple, nous, les internets, on a une page Facebook et un compte Twitter. En fait, c'est jamais la même personne qui publie. On fait des rondes d'une semaine de community management, mais on s'est rapidement créé un doc où on s'est donné des grandes lignes. Par exemple, on ne tutoie pas l'interlocuteur, on le vous voit. On écrit de telle ou telle manière et on s'est donné une espèce de ligne édito et une charte et qu'on a tout en main et qu'on tâche toutes de respecter en se mettant des grandes lignes de ce qu'on partage, ce qu'on ne partage pas, comment on fait. Et on essaye du coup, je ne sais pas si ça se sent, que de semaine en semaine ça change, mais en tout cas on essaye de garder la même voix alors qu'il y a plusieurs personnes derrière. Est-ce que vous l'aviez deviné, juste par curiosité, que c'était différent chaque semaine, ou est-ce que justement on arrive à... C'est intéressant aussi pour nous d'avoir un feedback, on va dire. C'est assez homogène. Parce qu'on est une dizaine derrière. Pour avoir la même voix, ça nécessite de cadrer un peu le truc. Et à l'inverse, si vous êtes du coup une même personne mais sur plusieurs supports, c'est important qu'il y ait une unité. C'est-à-dire que vous ayez les mêmes pseudos, la même charte graphique et la même manière de parler, un peu de partout. Sinon, les gens ne vont pas forcément vous reconnaître. Ça semble évident comme ça, mais le nombre de fois où j'ai galéré à trouver un vidéaste sur Twitter parce qu'en fait, il est sur son nom, prénom, alors que sur sa chaîne, il est sous pseudo et tout, c'est vraiment quelque chose d'assez disparate et assez courant, alors qu'en fait, c'est quand même logique d'avoir les mêmes identifiants de partout. Donc, essayez de faire attention à ça. Et alors sinon, s'il y avait une magie et une recette parfaite pour avoir une communauté là toute prête, je pense que plein de gens seraient en train de vous la vendre. Mais ça n'existe pas. Du coup, les seules choses qu'on peut vous donner, c'est le fait d'être la régularité et la persévérance. Vous n'allez pas... il y a très peu de chances que vous fassiez un buzz incroyable demain et que vous ayez une communauté hyper attachée et qui va vous suivre dans tout ce que vous allez faire du jour au lendemain. Donc c'est tenter d'être honnête, tenter d'être soi, de poster régulièrement. Et même si au début, personne ne regarde vos posts, continuez. Parce qu'au bout d'un moment... il y aura des gens. Alors, il faut faire attention, même si je viens de dire qu'il faut être régulier, il faut faire attention aussi à ne pas spammer sa communauté. Là, j'en reviens au persona. Est-ce que Julie a envie de recevoir 12 messages par jour qui lui parlent d'une chaîne YouTube? Non. Donc, essayez toujours de vous mettre à la place des gens et d'être le plus empathique possible et de vous dire est-ce que c'est trop ou pas assez, et sans vous dévaloriser. Évidemment. Et c'est toujours une limite qui est difficile à trouver entre montrer ce qu'on fait et pas spammer les gens. Et pour ça, le meilleur remède, c'est le bon vieux tableau Excel. C'est pas sexy comme ça, mais c'est de se faire un petit planning de publication en vous disant, je publie toutes les semaines, à telle heure, à tel moment. Et là aussi, pensez à votre cible. Une étudiante, peut-être que le jeudi soir, elle est en soirée étudiante, donc elle ne verra pas votre post, alors que si vous postez le midi, peut-être un peu plus. Donc essayez vraiment, en fonction de votre cible, adapter les horaires en imaginant la vie de cette personne. Et du coup, à partir de ça, faites un tableau Excel, vraiment, avec les contenus écrits, et vous n'aurez plus qu'à faire un petit copier-coller, sauf si c'est un rebond sur l'actu ou un petit truc qui vient de sortir, mais il y a tellement
de plateformes à gérer. On est tellement sollicité tous les jours que si on ne se dit pas mardi à 16h, je publie cette photo, le message est prêt, le truc est là, c'est programmé et hop, ça part, vous n'arriverez pas à tenir le rythme sur le long terme. Donc c'est vraiment, en tout cas au début, un bon outil pour se cadrer. Alors maintenant, ça y est, vous avez votre communauté, impeccable. Du coup, comment faire pour l'animer? Et avant ça, je voudrais parler de quelqu'un et surtout dédramatiser sa présence, l'algorithme. C'est un mot qu'on entend beaucoup dès qu'on se met à poster sur les réseaux sociaux. Parfois, ça fait hyper ventiler. On se demande un peu qui c'est, tout ça. Et du coup, on trouvait ça important de revenir là-dessus et de revenir sur fondamentalement qu'est-ce que c'est. En fait, l'idée de base sur un réseau social, c'est que vous puissiez avoir... vous avez un flux d'informations. Donc au départ, c'était cool quand il y avait, mettons, 10 inscrits, 10 personnes qui postaient sur un réseau social. Le flux se mettait chronologiquement se mettait chronologiquement en place. Donc, vous aviez l'information la plus récente. Sauf que comme maintenant on est très nombreux sur les réseaux sociaux, il a fallu réfléchir à de quelle manière, dans mon flux d'actu, les informations allaient apparaître. C'est pour ça que du coup, ça s'est complexifié un petit peu. Et qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, en fait, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, un algorithme plus compliqué s'est mis en place, dans le sens où on essaye de mettre en avant un contenu qui serait susceptible de m'intéresser moi, par exemple. Donc en fonction de mes clics, on mettra en avant un contenu. Donc voilà, ça c'est le truc de base. Et pourquoi on s'en inquiète tous? C'est parce que forcément ça a des conséquences sur ce qu'on appelle le taux de reach. Donc c'est votre capacité à toucher une communauté. Pour chaque post, par exemple, vous allez toucher 1000, 3000, 36 personnes. Ça c'est le taux de reach. Et sur l'engagement. L'engagement de votre communauté, c'est tout simplement quand une personne va cliquer sur un lien, va liker votre post, va laisser un commentaire ou va partager. Toutefois, il est important de le dédramatiser, ce truc-là, parce qu'en fait, ce qui est important pour vous, c'est de réussir à créer votre communauté, et on va vous donner des petites pistes pour ça, et surtout de l'animer, et en fait, ça va venir au fur et à mesure. Voilà, donc vraiment, ne vous sentez pas découragé. Si au départ, vous avez l'impression que vous n'arrivez à toucher personne, ça viendra au fur et à mesure, plus vous serez rigoureuse, et plus vous pourrez varier vos posts, et plus votre communauté va s'animer. Voilà. L'important, c'est de miser vraiment sur l'interaction, les interactions que vous avez avec votre communauté. D'un point de vue mathématique, ou presque, plus vous allez interagir avec vos followers, plus ils vont interagir avec vous, plus ils verront vos posts en fait, dans leur flux d'actu. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment booster ça. Et en plus, c'est quand même plus agréable d'avoir des interactions, d'avoir des retours. Comment faire? Tout simplement, ça va être notamment dans vos posts. Est-ce que déjà certaines d'entre vous ont développé des petits trucs afin de stimuler un peu le commentaire, les likes que vous pouvez avoir? Est-ce que certaines ont des petites astuces à partager? Ça m'arrive de faire des sondages sur le jeu que je vais streamer par exemple. Ouais. C'est-à-dire 3-4 heures avant, je sélectionne 4-5 jeux auxquels j'ai envie de jouer et je demande aux gens de voter sur ce qu'ils veulent voir. Ça ne m'empêche pas après de choisir ce que je veux, mais c'est vrai que ça engage pas mal, plus que de dire voilà, à telle heure je live. Là au moins les gens ils ont l'occasion de choisir à quoi on joue, voire de découvrir des jeux puisqu'ils ne connaissent pas forcément tous les titres, du coup ils vont jeter un coup d'œil. Ça peut être un moyen. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et du coup, tu as constaté que ça fonctionnait un peu plus. Oui, c'est ça. Si c'est suffisamment en avance, si c'est des jeux qui les intéressent, il y a même une ou deux fois où il y a carrément des teams qui se montent pour que ça soit tel ou tel jeu qui sort. Donc ça, c'est les grosses réussites. Mais parfois, il y a 5 votes et puis on fait avec 5 votes. C'est déjà pas mal. C'est déjà 5 personnes. Est-ce que d'autres... Ouais. Moi, je suis personne par personne, en fait, à certains moments donnés, quand j'ai le temps. Genre, un message à une personne, parce que je sais que cette personne, ça pourrait l'intéresser, avec un petit mot précisément. Et je sais que chaque personne, pour moi, est importante.
Et quand j'ai un retour, je suis super contente. Et un like, ma petite sœur qui était là, regardait, elle disait mais quand t'as un like avec une personne, tu prends en compte vraiment la personne. Mais dis bon, c'est fou. Moi, quand je vois des likes, je me dis bon, je regarde juste le chiffre. Pour moi, c'est important de savoir qui c'est qu'il y a derrière. D'accord. Et du coup, oui, j'envoie des messages à ces persos, du coup, ça prend du temps. C'est sûr. Et je dis aussi, n'hésitez pas à me donner votre retour, plutôt que de dire tout de suite abonnez-vous, mettez un pouce bleu, d'avoir plutôt un retour. Comme ça, la personne, ça l'engage aussi un peu à critiquer et à regarder vraiment ce que je fais. Ok. Au début, voilà. Quand on a 10 000 personnes qui nous suivent, du coup, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, mais super au départ. Du coup, déjà là, on répond, c'est quand même des très bons conseils et c'est ce que j'allais venir à la constitution des posts, notamment, les questions. Ça va être un bon moyen, justement, tout comme les sondages, d'interaction. Alors, ça peut paraître pas forcément hyper naturel au départ, mais le fait de formuler de cette manière-là va forcément plus, inciter à une réponse que juste genre, nouvelle vidéo, voilà. Essayez d'être proactive également dans votre gestion des réseaux sociaux, c'est-à-dire n'hésitez pas à, comme tu le disais, aller voir qui vous suit, aller les suivre également, les retweeter aussi, si jamais il y a une thématique qui pourrait intéresser votre communauté, retweeter. Aller liker également d'autres pages, d'autres vidéastes aussi, ça peut toujours être très intéressant pour la suite. À faver sur Twitter. Prenez le temps, si vous pouvez, d'échanger avec quelques-uns, d'apprendre à connaître votre communauté. Pourquoi pas leur demander aussi, au-delà d'un sondage sur vos propres vidéos, mais tout simplement s'intéresser à eux, qui ils sont, leur vie. Et ne pas hésiter à aller commenter également d'autres pages, si c'est une communauté de vidéastes par exemple ou de photographes qui vous intéressent. Fréquence et régularité de votre contenu, je pense que ça on l'a pas mal répété déjà, vraiment c'est important. Ne laissez surtout pas une page vide, vous-même je suis sûre, vous le constatez, vous n'allez jamais voir comme ça une page si elle n'a pas eu d'actu, et c'est tellement triste de voir une page qui n'a pas eu de contenu depuis les 6 derniers mois, on n'a pas envie de s'y arrêter, donc vraiment faites attention à ça. Du coup, ça pose la question en fait des contenus forcément, parce que vous publiez pas forcément de vidéos toutes les 2 semaines. Donc comment faire pour publier régulièrement? Il y a plein de possibilités. Excusez-moi. Pour ça, vous pouvez notamment mettre en place une veille, par exemple sur les thématiques de votre chaîne. J'imagine que ta communauté est constituée aussi de personnes qui sont intéressées par l'actu informatique en général. Donc du coup, pourquoi pas mettre en place une petite veille et du coup poster sur vos réseaux sociaux une actu sur tel sujet informatique ou la sortie d'une nouvelle loi sur la cybersécurité. C'est des choses que vous pouvez mettre en place, c'est des contenus qui sont assez faciles à utiliser. Un autre type de contenu, c'est les visuels et les photos notamment. N'hésitez pas par exemple à faire du making-of, à faire du off sur, la prochaine vidéo que vous allez faire. Vous allez, imaginons c'est une interview, vous savez en avance qui est-ce qui va faire cette interview, et pourquoi pas la semaine précédente aller prendre une petite photo de cette personne, publier une petite photo de cette personne en disant attention, ça arrive bientôt. Ça crée du contenu, ça permet de faire vivre votre page tranquillement. Vous pouvez également, comme on disait, tous les RT, c'est la même chose, ça rentre dans cette logique-là. Varier également les contenus visuels, donc c'est images, vidéos forcément, les gifs aussi. Évitez absolument de garder un post qui sera vide en fait. Je sais que c'est assez naturel aujourd'hui, mais c'est toujours bien de le dire également. Il s'affichera moins en fait dans les timelines, il attirera moins l'œil. Donc du coup, vraiment essayez d'ajouter un visuel à chacun de vos posts. Du coup, je reviens sur le off et ça fait une parfaite transition vers le fait qu'il faut essayer, si vous pouvez, de personnifier votre contenu. Derrière vos followers, il y a des personnes.
Mais derrière votre compte, il y a une personne aussi. Et du coup, votre communauté, en s'intéressant à votre contenu, elle s'intéresse à vous également. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de pouvoir montrer un peu votre univers, si vous le souhaitez. C'est toujours aussi la manière dont on décide de prendre du recul avec son contenu, et notamment, il y a toutes les questions autour des critiques qu'on peut avoir, des commentaires, c'est pas toujours facile. Voilà. Mais si vous sentez que votre communauté est constituée de gens très gentils, vous pouvez tester, voir petit à petit jusqu'où vous souhaitez aller. Et faire du off, c'est pas forcément vous montrer le matin au réveil. Ça peut aussi montrer son petit chat, par exemple. Ça fonctionne toujours. Et lui, probablement, aura moins de critiques et attirera moins les critiques. Vous pouvez rebondir sur l'actu aussi. Souvent, s'il y a des choses en lien, je pense par exemple à la photo parce que c'est ce qui me parle le plus, mais quand il y a un nouveau truc qui sort ou un retour, essayez de rebondir régulièrement. Et par exemple sur Twitter, les top tweets, parfois il y a des... alors certains sont nuls, hein, donc perdez pas de temps, mais d'autres parfois permettent de discuter, de créer un dialogue avec votre communauté sur des choses un peu plus informelles ou de mettre un petit trait d'humour. Et ça peut être l'occasion aussi d'échanger avec d'autres vidéastes. Et voilà, c'est des choses qui sont faciles, pas trop chronophages et qui peuvent vous permettre de créer un peu de contenu. Et du coup, autre chose, prenez le temps de rédiger vos posts et le titre de vos vidéos. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça permet d'éviter les coquilles, comme ici. Voilà. Et surtout, pour différentes raisons. Ça peut être très tentant de suivre, de faire du putaclic en fait, et du coup de réutiliser ces fameux titres qu'on a tous déjà vus, du type « Les 10 méthodes pour ne plus être en retard, la 6e a sauvé ma vie ». Vous n'imaginerez jamais ce qui se passe à la 2e minute de cette vidéo, c'est incroyable, vous n'avez jamais vu ça. Ça peut être hyper tentant parce qu'en effet, ça incite malheureusement au clic. Toutefois, d'un point de vue très pratique, l'algorithme dont on vous parlait tout à l'heure est en constante évolution et cet été, sur Facebook notamment, ils ont fait en sorte de limiter en fait, l'impact et la portée de ce type de post. Donc du coup, vous aurez beau faire ça, en fait, ça ne va pas forcément hyper bien fonctionner et ça risque surtout d'agacer votre communauté proche parce que, voilà, on est tous confrontés à ce genre de page et franchement, c'est un peu chiant parfois. Sur le fait de faire attention à la manière dont on rédige ses posts, on peut vite être tenté, quand on parle à cette communauté, de faire des posts un peu fleuves, avec plein d'idées dedans. Faut faire très attention à ça, parce que l'attention des gens, en plus, ne serait-ce que quand on regarde en fait, son fil d'actu sur son téléphone, vous devez bien voir, on scrolle à longueur de temps, et du coup on lit la première phrase, et puis on passe au post suivant. Je dis ça parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous ayez une information par post. Ça se fait moins sur Twitter, la difficulté est moindre vu le nombre de caractères, mais sur Facebook, c'est vraiment très tentant. Donc voilà, faites vraiment attention. De la même manière, je ne sais pas, vous voulez faire, imaginons, un best-of de vos vidéos 2016. Évitez de mettre 2-3 liens de vidéos, genre regardez, ces 3 vidéos pourraient vous intéresser, et hop, vous mettez les 3 liens. Évitez ce genre de choses, puisque en fait, on a constaté que généralement, vous cliquez sur un seul lien. Quand on regarde votre page, vous n'allez pas revenir en arrière pour recliquer sur le 2e lien. Donc voilà, faites attention à ça également. Et de la même manière, si vous n'avez pas posté depuis un petit moment, ne commencez pas votre post par « Je suis désolée, ça fait longtemps que je n'ai pas posté, mais j'ai un truc à vous dire. » C'est pas grave. En fait, personne ne vous oblige à poster, personne ne va vous taper sur les doigts, donc c'est pas... Personne n'avait remarqué, si ça se trouve. Voilà. Et puis même s'ils ont remarqué, vous faites ce que vous voulez, hein, donc vous excusez pas. Vous pouvez voir que c'est un sujet vraiment important et prégnant. C'est important d'en parler. Du coup, 2 autres choses, peut-être pour le coup moins pratico-pratiques. Essayez d'avoir une communication la plus honnête possible. Rien ne sert d'en faire trop, puisque de toute façon, votre communauté va s'en rendre très vite compte si vous survendez votre contenu, si vous survendez vos vidéos, si vous n'êtes pas tout à fait honnête, on va vite s'en rendre compte. Encore une fois, ça peut être très tentant pour essayer d'attirer un peu plus de personnes, mais au final, les conséquences ne seront pas très positives. Voilà. Vous allez réussir une fois, ça va vous ramener plein de monde, mais les gens ne se feront pas avoir une 2e fois. Donc faites très attention à ça. Autre chose, pour animer sa communauté, on est tous différents,
Et du coup, c'est important d'avoir une communication qui se veut inclusive. Ça veut dire que vous essayez de parler à vous parlez aujourd'hui à des personnes différentes. Déjà, des hommes et des femmes. Et donc, du coup, il y a plein de techniques derrière qui vous permettent de pouvoir parler à ces différents publics. En évitant de blesser des gens. Parfois, quand on fait des blagues, on va un tout petit peu trop loin. Ou même carrément trop loin. Et ça peut être très vexant. Pour donner un exemple, l'humour raciste, bah oui, mais ça existe beaucoup. Voilà, faut y faire vraiment attention. On a tous déjà entendu une blague sur les communautés chinoises ou telle personne, ou voilà. Donc faites attention à ça. Par exemple, je ne sais pas s'ils ont supprimé le post sur Twitter, mais il y a Golden Moustache qui a sorti, enfin c'est Bat et Gaël qui ont sorti un sketch qui disait, pour montrer tous les trucs, genre dès qu'ils disaient le mot femme, il y avait genre une espèce de voix qui disait c'est pas Bat et Gaël, non, c'est Play. Et en fait, donc du coup, tout le sketch, c'est pour montrer ça, pour montrer qu'on ne peut plus rien dire, et du coup, au moindre truc, tu vas avoir un truc qui va t'arriver sur la gueule. Et ce qui s'est passé, c'est que sur Twitter, ils se sont fait, mais genre, incendier, c'était fou, c'était... Là, pour le coup, c'est parti vraiment beaucoup plus loin que la petite blague, c'était... donc, ils le voyaient comme ça, et d'autres gens étaient tellement choqués que ça a fait un truc assez impressionnant. France TV Info aussi a sorti un truc il n'y a pas longtemps, justement, tu parlais de la communauté chinoise, je ne sais pas si ça a un rapport, mais France TV Info a justement fait une vidéo sur justement les blagues sur les communautés chinoises, pareil. C'était par rapport au spectacle de Gad Elmaleh. Exactement, tout à fait. Exactement. Donc voilà, l'humour c'est chouette, mais il faut parfois y faire attention. Et on peut parler aussi rapidement de l'écriture épicène. Je ne sais pas si vous êtes sensible à ça. Qu'est-ce que c'est ce mot? De quoi on parle? Alors, par exemple, l'écriture épicène, ça permet de s'adresser tant aux hommes qu'aux femmes. Je m'explique. Par exemple, moi, dans l'asso dans laquelle j'étais community manager avant, on s'adressait aux étudiants. Sauf que du coup, quand je faisais un post sur les réseaux sociaux, je m'adresse aux étudiants, mais aussi aux étudiantes. Et donc du coup, l'écriture épicène, ça permet de s'adresser aux deux à la fois, en féminisant l'écriture. Au lieu de mettre les étudiants, je mettais les étudiants.e.s. Sur Mademoiselle, sur la page des internets, c'est ce qu'on fait également. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ça permet aussi à nous de nous sentir beaucoup plus concernés par ce qui se passe. Un exemple concret, si on s'éloigne un peu des réseaux sociaux, ça peut être par exemple sur une annonce de poste. Quand on met, par exemple, coordinateur, recherche coordinateur de projet, on va mettre coordinateur, coordinatrice. Ça permet de se sentir beaucoup plus, d'inclure en fait les femmes dans notre communication. Voilà, et du coup, ça peut se refléter sur vos pages et ça fait partie de ce qu'on appelle la communication inclusive. Et donc maintenant, vous avez une communauté, ça y est, elle est là, mais c'est la crise. C'est la merde. Du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir la gérer? Alors, l'étape 1, respirez un bon coup. C'est pas grave, c'est des messages qui sont pas gentils. Ça reste des messages. Je sais que c'est très facile à dire comme ça, mais essayez de dédramatiser, de ne pas répondre sous la panique. Parce qu'il n'y a pas pire réponse que la personne qui est en stress. Mais tous, enfin, de toute façon, quand on est en stress, on n'est pas efficace et on ne va pas avoir une bonne communication réfléchie. Et c'est le meilleur moyen pour dire un truc encore pire sous la panique. Donc vraiment, se poser un grand coup. Et la première chose à faire, c'est de se poser la question et de se dire, est-ce que c'est vraiment une crise? Par exemple, si vous faites un post et que avec une opinion, et sous ce post, il y a 10 personnes qui ne sont pas d'accord, qui disent vraiment « je ne suis pas d'accord du tout », ben, peut-être que vous allez voir ça et vous dire « oh mon Dieu, 10 personnes, elles ne sont toutes pas d'accord, elles me disent toutes que je suis bête », et vous allez le vivre comme une crise. Alors que dans les faits, ce n'est pas le cas. En fait, ce sont juste 10 personnes qui lancent un débat, qui ne sont pas d'accord avec vous, et elles ont le droit. Puis vous avez le droit d'avoir votre avis, elles ont le droit d'avoir le leur. Et en fait, ce n'est pas une crise. Par contre, si vous passez après beaucoup de temps à vous justifier dans les commentaires, à vous envoyer avec des mecs et que d'autres gens vont voir ça et que ça va repartir, là, vous allez peut-être en créer une. Mais avant d'agir, vraiment vous dire, est-ce que vraiment il se passe quelque chose?
Pour moi, l'indicateur qu'on est sur une crise, c'est quand on commence à parler de vous sur des réseaux qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire, vous créez une vidéo YouTube et en dessous dans les commentaires, les gens ne sont pas d'accord. C'est désagréable, mais ça va. Si on commence à parler de vous sur Twitter sans vous mentionner et que des gens commencent à répondre et que ça commence à vous échapper, là, on est face à une situation de crise et ça peut arriver. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a deux options, deux types de crise. L'option 1, vous avez blessé votre communauté. Vous avez fait un propos qui était un peu limite, vous avez fait une blague qui n'est pas passée, vous avez commis une maladresse, ou peut-être pas, mais en tout cas, les gens l'ont interprété de cette manière-là. Mon premier conseil, ce serait de s'excuser, toujours. C'est-à-dire, attention, ça ne veut pas dire s'excuser et dire « je n'aurais jamais dû faire ça ». Ça veut dire comprendre que les personnes sont blessées et s'excuser de les avoir blessées. Exemple, si demain, vous êtes dans la rue et sans faire exprès, vous marchez sur le pied de quelqu'un. Vous n'avez pas fait exprès de lui marcher sur le pied, mais vous lui dites pardon, parce que vous lui avez fait mal. Et bien là, c'est pareil. Même si vous n'avez pas fait exprès de blesser la personne et que vous étiez pleine de bonnes intentions et que vous ne voyiez pas le problème derrière ce message, le fait est que c'est que vous les avez blessés. Donc le meilleur moyen d'apaiser le truc, c'est de dire, bah, par exemple, je suis désolée que vous l'ayez interprété comme ça, ce n'était pas mon intention, toutefois je ferai attention. Et en général, c'est une formule très très simple qui calme le truc. Juste, personne ne le fait. Et pour avoir bossé en tant que CM dans pas mal de boîtes, pour la plupart des gens, s'excuser, c'est admettre qu'on s'est planté. Alors que l'idée, c'est pas ça. C'est pas de se remettre en cause son travail, en tout cas. C'est de prendre en compte qu'on a blessé des gens. Et quand les gens sont écoutés, déjà, ça calme le débat. Alors après, il y en a toujours qui vont surcommenter, dire derrière « ouais, mais quand même ». Bon, ils expriment leur colère. En tout cas, vous avez fait votre taf. Vous êtes excusés. L'étape 2, c'est aussi d'apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que vous avez fait une grosse blague bien lourde un mardi, votre communauté vous l'a signalé et tout, vous êtes excusé. L'idée, c'est pas de refaire la même la semaine d'après, quoi. Donc, ouais. C'est forcément une remise en question, même légère, je pense. Ouais. Oui, voilà, se remettre en question et parfois, c'est des choses, par exemple, j'ai pu remarquer à des moments dans des débats sur Twitter où quelqu'un avait fait une blague et raciste et sexiste, mais ne s'en rendait pas compte parce qu'en fait, il était tellement... il avait tellement imprégné par la société et que lui, dans le fond, c'était un mec gentil qui faisait juste une petite blague lourde. Et les gens en face lui disaient « mais c'est méchant ». Elle lui disait « je vois pas le problème ». On lui disait « bah il est là, bah je veux pas l'entendre ». Et en fait, les gens se sentent attaqués personnellement. Et si on vous dit que vous avez un propos limite, ça veut pas dire « vous êtes une mauvaise personne et vous pensez des choses très mal ». Ça veut juste dire que vous avez été maladroit et que vous avez touché des gens. Et juste essayer de faire attention, et ça ne veut pas dire ne plus rien dire, mais juste essayer de vous dire « ah, quand j'ai fait ça, visiblement, ça crée des soucis, pourquoi ?» Et ça peut aussi vous permettre de vous remettre en cause aussi sur votre vision vis-à-vis de la société. Pourquoi ces personnes l'interprètent comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon message pour qu'il soit mal interprété? Et essayer de prendre du recul. Mais parfois, vous n'allez pas toujours changer votre contenu et vous pouvez être désolé que les personnes l'aient mal pris, mais continuer à faire ce que vous aimez. Mais juste, déjà, si les gens se sentent écoutés, ça va beaucoup apaiser le truc. Il y a l'étape 2, ou l'option 2, c'est le déferlement de haine sexiste qui arrive parfois, malheureusement, sous certaines vidéos. Donc là, si vous avez des communautés qui ne sont pas du tout les vôtres et qui vous écrivent « sale pute » en boucle, ou ça peut aller plus loin, hein, ça peut être des menaces de mort ou de viol. Je pète un peu l'ambiance, mais c'est aussi ce qui arrive dans les commentaires, et autant en parler tout de suite, que ce soit un jour une découverte quand vous êtes toute seule. Du coup, dans ces cas-là, en général, coupez Internet. Et le bon truc, ça peut être d'en parler à des gens qui connaissent très bien ce qui est... Mais même ça s'applique aussi à votre communauté, quand votre communauté a été blessée. C'est-à-dire que vous pouvez à la fois parler de tout ça avec des gens qui connaissent très bien Internet et tout ce domaine et qui vont comprendre l'ampleur de ce que vous pouvez vivre. Parce que plein de gens qui n'y connaissent rien vont se dire « oh, ça va, c'est des commentaires ». Alors que vous savez que c'est plus que des commentaires et que c'est même quelque chose qui se passe. Et à la fois, aussi côtoyer des gens qui s'en foutent totalement et qui vont vous dire « mais machin, c'est qui ? Il t'a clashé, oh, on s'en balèque ». Et ça peut vous faire du bien aussi de vous dire « oui, c'est qu'un mec sur Twitter et peut-être qu'il est très influent ou c'est que machin truc », mais ça peut vous permettre de relativiser. Donc je pense que les deux font du bien.
Et donc face au déferlement sexiste, vous pouvez à la fois discuter avec des vidéastes qui ont déjà vécu la même chose que vous et qui pourront peut-être vous aider. Via les internets, vous avez accès à plein de contacts, donc n'hésitez pas à dire « Ah, help, j'ai reçu ça !» Et je pense que vraiment, il y a plein de nanas qui vont se serrer les coudes et dire « Ouais, moi aussi, et t'inquiète, ça va passer ». N'hésitez pas à en parler à vos proches, à pas garder ça pour vous, à signaler tous les messages sur Facebook, sur Twitter, de partout, signaler, en boucle. Vous pouvez aussi signaler les messages à Pharos, qui est la plateforme du gouvernement qui est spécialisée dans le cyberharcèlement et toutes ces thématiques-là. Donc au moins vous avez fait quelque chose, c'est un peu en dessous de porter plainte. Donc il y a ça qui se fait, vous êtes tranquille sur votre canapé, vous n'avez pas à aller discuter avec quelqu'un et hop, on signale en masse. Si les messages sont vraiment des menaces concrètes, vous pouvez aller porter plainte. En tout cas, c'est répréhensible par la loi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a peu de condamnations qui sont connues, mais en tout cas, vous pouvez toujours porter plainte. Et alors, dans le cadre de l'initiative qui s'appelle Sexisme, pas notre genre, qui a été lancée par le ministère du droit des femmes, ils sont en train de créer un guide qui sera délivré à destination des youtubeuses et qui permettra de faire un récapitulatif sur les droits, la loi, et qu'est-ce qu'on peut faire en cas de harcèlement. Quelles sont les personnes compétentes, puisque visiblement, en tout cas à Paris, il y a des gens qui sont en train d'être formés sur les thématiques du cyberharcèlement, parce que pour l'instant, si demain vous allez porter plainte dans un commissariat, on peut vous prendre pas forcément au sérieux, alors que quand même c'est des menaces assez graves. Donc il y a petit à petit des choses qui bougent et des gens qui vont être formés pour recueillir ces plaintes. Donc ce sera disponible bientôt et on en fera le relais quand on aura les infos. Donc dans tous les cas, Internet, oublie vite. C'est-à-dire que vous pouvez couper un peu Internet, serrer les dents, un bon coup, boire des verres d'eau pour vous détendre, attendre que ça passe et surtout, continuez à faire ce que vous aimez. Parce qu'il y a un truc qui se passe toujours sur Internet, mais c'est qu'il y a une surreprésentation des commentaires négatifs. Déjà, ça se fait dans la vie. Quand notre train arrive à l'heure, on n'en parle jamais. On parle juste de la fois où le train arrive en retard et que ça nous saoule. Tous les jours, la SNCF fait bien son taf, on les remercie pas. Et bien sur Internet, c'est pareil, c'est une sorte de beau miroir grossissant de la vie. Et vous allez faire des trucs cool, gratos, sur votre temps libre, que vous allez les mettre sur Internet et personne ne va vous remercier. Mais le jour où, minute 4, vous avez dit un truc pas drôle, là on va bien vous le rappeler. Et bien dites-vous que c'est Internet et que c'est dommage, mais que c'est pas absolument pas représentatif de la vie. Les gens qui vous aiment bien et qui vous suivent ont plein de manières en fait de le manifester qui sont beaucoup plus discrètes. C'est-à-dire que quand vous aimez bien une vidéaste, vous allez regarder la vidéo, ou la liker, ou la commenter, ou l'envoyer à un pote, ou la liker sur Facebook, ou la liker sur Twitter. Alors que le hater, il n'a qu'une manière de le dire, c'est de commenter. Et en fait, c'est le commentaire qui est le plus vu et qui est le plus engageant. Et donc d'un seul coup, vu que les seuls qui commentent parfois sont les gens qui ne sont pas d'accord ou qui ont une remarque négative à faire, il y a une surreprésentation. Mais ce n'est pas du tout représentatif des gens qui vous suivent. Donc gardez ça en tête et continuez à faire ce pourquoi vous êtes là. Je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que la majorité des gens qui aiment bien regarder, enfin je sais que j'en fais partie, commentent jamais en fait. Oui, c'est ça. Par des commentaires négatifs qui servent à rien, c'est parce que ils n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer. Oui, voilà. Alors que toi, si tu aimes bien une vidéo, tu vas la regarder jusqu'au bout et tu ne veux pas forcément dire « Oh, super vidéo !» Ouais, souvent j'ai rien à dire de particulier, mais voilà, j'apprécie. Mais le jour où tu regardes une vidéo avec laquelle tu n'es absolument pas d'accord, là peut-être que tu prendras le temps de le dire. Il y a Antoine Daniel qui parlait de la majorité silencieuse. Ouais, mais déjà sur Internet, c'est pyramidal en fait. Il y a, je sais plus, je crois que c'est 90% de personnes passives pour 10% de créateurs de contenu. Bien c'est ça, mais là c'est la même chose aussi dans les commentaires. Enfin, se dire, moi, dans cette situation-là, est-ce que j'aurais commenté ou pas? Je pense que ça aide aussi à pas se remettre en question quand il n'y a pas lieu. Oui. C'est-à-dire se dire, ok, moi je regarde mon truc, est-ce que en ayant lu ce que les gens me disent, je reconnais la critique ou est-ce que j'ai l'impression d'avoir fait ce que j'avais à faire? Est-ce que si j'ai l'impression d'être juste, dans ce cas-là, je change la façon de le dire la prochaine fois parce que je n'ai pas envie de changer d'avis pour des gens. Et puis, ouais, je pense que
Enfin, faut pas systématiquement se dire qu'on a mal fait. Non. Faut vraiment... Mais prendre en compte parfois que ça a blessé. Changer la façon, pas forcément le contenu. On n'a pas besoin de changer ce qu'on est pour plaire en fait. Donc peut-être un truc dont on n'a pas parlé, c'est les modérateurs, mais s'appuyer sur d'autres gens qui vont filtrer pour nous. Ça nous protège aussi vachement. Enfin, je pense au direct, mais pendant les lives, quand il y a 50 personnes qui arrivent et qui sont mal intentionnées, moi j'arrête de regarder le chat et les gens qui sont dans le chat, qui sont bienveillants, s'occupent de nettoyer les messages sales ou méchants et me relaient les informations des gens qui comptent en fait. Ça permet aussi de se protéger un peu, de ne pas avoir lu tout. Parfois je dis tiens, telle personne a été ban, qu'est-ce qu'il a dit? Et on me dit non mais t'inquiète, c'était juste, il fallait que ça soit ban. T'as pas besoin de savoir en fait. Et c'est une super bonne remarque parce que vous pouvez aussi identifier des piliers de votre communauté. Il y a toujours des personnes qui vont commenter à chaque fois votre contenu, qui vont vous suivre depuis le début et qui sont là et qui sont bienveillants et parfois qui vont être hyper critiques sur votre travail, mais ce sera souvent des critiques construites. Et par exemple, en cas de grosse shitstorm, vous pouvez aussi vous appuyer sur ces gens-là qui en général vont peut-être vous dire si vous avez déconné, ou pourront peut-être aussi vous défendre si c'est quelque chose de totalement injustifié. Mais en tout cas, si vous avez des personnes qui vous soutiennent, ça peut être un véritable appui et un soulagement parfois de voir que dans les commentaires, il y a des personnes qui sont parties au front pour dire non, pas du tout. Et parfois, ça fait du bien aussi. Pendant les raids malveillants, c'est vraiment le sentiment que tu as. Tu as vraiment l'impression d'avoir des gardes du corps, quoi. Et tu dis, bon, je confie le bazar là et j'attends que ça passe, quoi. Mais c'est vrai qu'au moins, contrairement à, je pense, serrer les dents et attendre que ça passe, où on se dit qu'est-ce qui est en train de se passer, si en plus on a coupé, ce qui est plutôt une bonne chose, mais du coup on se dit jusqu'où c'est en train d'aller, je suis pas là pour vérifier, je suis pas là pour intervenir. Là au moins, si c'est des personnes en qui on a vraiment confiance, on se dit c'est bon, moi je coupe parce que j'en peux plus. Mais il y a quelqu'un qui est au front, comme tu dis, et qui gère le problème, et c'est vachement libérateur en fait. Et je pense que ça c'est important de s'entourer. Ouais, et ça permet de couper et de se dire si vraiment ça part en couille, on pourra me rappeler. Mais sinon c'est en train de couler. Mais bon, dans tous les cas, c'est souvent un très mauvais moment à passer, très traumatisant, mais que quelques jours après, les gens sont partis sur autre chose. Donc voilà. Pour finir, on voulait vous parler de quelques outils qui peuvent vous permettre justement communiquer efficacement, à animer votre communauté de manière plus efficace pour que ça vous prenne un peu moins de temps, à créer des visuels justement pour varier les contenus. Et avant ça, je voulais faire une petite aparté sur les newsletters et pourquoi parfois c'est un peu cool d'en faire. C'est un outil pour communiquer sur ses vidéos et pour animer sa communauté dont on ne parle pas forcément. Qu'on oublie un peu parfois, notamment parce qu'on se dit qu'on est toujours bombardé de mails et que finalement ça ferait que rajouter, des mails à une boîte qui est déjà trop remplie. Sauf qu'en fonction de votre public, bien sûr, toujours à chaque fois, si vous vous adressez à des adolescents, c'est peut-être pas l'outil idéal, mais par contre, je pense notamment à toi qui t'adresse à des parents. Ça peut être un moyen aussi d'animer et de communiquer sur une nouvelle vidéo, par exemple. Pour ça, il y a des outils gratuits ou qui ont des formules gratuites, comme Sendinblue et Mailchimp. Mailchimp, c'est le plus connu, je pense. Son seul défaut, qui n'est pas forcément un défaut pour tout le monde, c'est qu'il est en anglais. Voilà. Donc, du coup, voilà, Sendinblue a des formules gratuites également. Donc, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, à aller dessus. Ça peut être aussi intéressant, notamment quand vous avez une chaîne qui est associée à un blog aussi. Dans ce cas-là précis, ça peut être pas mal puisque peut-être que vous alimentez du contenu sur votre blog de manière plus régulière et donc du coup, vous avez plus de contenu pour faire une newsletter. Comme pour les réseaux sociaux, la régularité avant tout. C'est pas grave si vous en envoyez pas toutes les semaines, mais par contre, soyez régulière. Donc si vous décidez de créer un rendez-vous tous les mois, tous les 2 mois, essayez de vous y tenir un maximum. Voilà. Après cette petite aparté sur cet outil qui me tient à cœur également, quelques outils pour gérer ses publications sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous utilisez des outils particuliers, vous? Déjà, qu'est-ce que vous utilisez en fait pour le faire? TweetDeck, ok. Et là, j'ai un vrai tips de CM. En fait, c'est que tout le monde publie à des heures fixes. Tout le monde se dit qu'il faut que tu publies à 16h. Et en fait, du coup, aux heures fixes,
les médias ou la plupart des gens ont publié à 16h pile, ce qui fait que ça crée des gros embouteillages et qu'en termes de reach, parfois votre publication ne va pas ressortir, alors que si vous faites à 16h18, personne n'a fait une publication à cette heure-là et en fait votre post va avoir vachement plus d'impact. Donc essayez de ne pas publier à des heures fixes et toujours mettre un truc impair, un truc qui donne une... De quoi? Voilà. Et du coup, ça me fait penser à une autre chose vraiment hyper importante qui est de tester des trucs. Tester des publications, essayer plein de choses différentes, plein d'horaires différents. Et c'est aussi un moyen, alors dans la mesure du raisonnable bien sûr, mais genre je pense à des comptes qui font des posts à 2h du mat'. Et n'empêche, ça touche quand même sa communauté parce qu'on est nombreux à parfois ne pas réussir à dormir et du coup à checker son téléphone à 2h du mat'. Donc voilà, du coup, tester plein de choses. Le minuit 53 Oui, ouais, voilà. Et c'est certains youtubeurs aussi qui font ça maintenant. Je pense à Enjoy Phoenix qui publiait ses vlogs à 6h du matin pour qu'en fait, vu que c'était pendant les vacances scolaires et qu'elle touche un public plutôt jeune, et bien hop, dès que les adolescents du coup se réveillaient, et bien c'était la première vidéo dans la timeline, alors que tous les autres sont dans l'embouteillage à 18h. Et je trouvais que c'était plutôt malin comme technique. Donc n'hésitez pas à prendre le contre-pied des autres pour arriver à un moment où les gens vous attendent pas forcément. Je le fais à 6h30 tous les matins et du coup tous les gens disent moi je le regarde pendant que je fais mon thé, je prends mon petit déj ou quoi. Du coup c'est mon rituel maintenant quand du coup ils associent leur petit déj à c'est ce que j'allais dire en plus c'est ça crée un rendez-vous, ce qui peut être un vrai bon point aussi pour fédérer une communauté. Ça me fait penser à un truc sur Facebook. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire fouiller dans l'onglet statistiques. Ah, il fait trop peur. Il y a un onglet statistique. Ouais. C'est ça. Non mais je ne suis pas mathématicienne. Dans l'onglet statistique, je vous encourage vraiment à aller y faire un tour parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de jauger en fait l'impact de vos publications. Vous allez très vite voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Si vous faites, je ne sais pas, 3 posts qui parlent de la NASA et que votre communauté ne vous suit pas, mais par contre que vous faites un post où vous montrez, vous parlez de votre chat et que au contraire, c'est un truc de malade, tout le monde a envie de savoir ce qui se passe et tout, machin, on ne sait pas. Ça, vous pouvez vous demander, tu vois, mystère, quel type de poste je vais privilégier de temps en temps. Voilà. De la même manière, dans cet onglet-là, vous allez pouvoir voir les heures de connexion de votre communauté. Donc du coup, ça peut être intéressant aussi de savoir vers quelle heure elle est présente. Pour revenir du coup après cette belle digression, oui. Pour Twitter ou pas, ou c'est juste pour Facebook, il y a un seul truc je sais qu'il y a un truc de statistique pour Twitter, mais il n'y a pas de truc de principe d'heure de connexion et tout ça. C'est vraiment juste, en fait, ça montre si quelqu'un a cliqué sur ton profil par rapport au post et tout ça. Mais, ça peut être un bon outil en fait d'utiliser parfois des Bitly. Par exemple, si vous mettez un lien YouTube, eh bien, si vous l'avez passé avant dans Bitly, qui est un raccourcisseur de lien, en fait, ça vous dit combien de personnes ont cliqué sur ce lien. Et après, vous avez accès à des statistiques sur d'où viennent ces personnes. Peut-être qu'il y a l'heure, je sais plus. Je sais plus trop, mais en tout cas, je sais que... T'as le jour, par contre. Ouais, le jour. En tout cas, il y a des données statistiques et c'est assez cool. Parfois, justement, je m'amusais à mettre des Bitly différents sur Facebook et sur Twitter et sur différentes plateformes pour après pouvoir les comparer et me dire « Ah tiens, il y a tant de personnes qui viennent par là et là. » Et en fait, c'est vraiment du tâtonnement et des petites études statistiques. Du coup, ça, c'est les raccourcisseurs de liens, vous les avez là, Bitly. Et alors, il y en a un autre, mais je vais vous en parler très rapidement, qui s'appelle Framalink, qui est un outil libre. Framasoft, c'est une entreprise qui... comment ? Une asso, pardon. Qui est une asso qui met en place des outils libres, donc, je me perds, et qui donc vous donne la possibilité, en fait, d'utiliser et de développer à votre manière ces différents outils. L'avantage là-dedans, c'est que surtout, ils respectent beaucoup mieux le partage des données. Parce qu'en effet, sur les réseaux sociaux, sur des outils comme Bitly également, vous vous doutez bien que c'est les données des personnes en fait, qui sont récupérées.
par des entreprises notamment. Donc voilà, je voulais juste vous sensibiliser à ça, aux récoltes des données, parce que c'est une thématique qui peut vous intéresser et qui du coup se pose à partir du moment où on anime une communauté. Tu nous feras une petite vidéo sur si on va mieux utiliser Framalink ou Bitly. Mais voilà, c'était juste comme ça pour vous en parler rapidement. J'ai fait une vidéo sur Big Data et qui disait si c'est gratuit, c'est toi le produit. Exactement, voilà. C'est tout à fait ça. Donc juste quand on crée du contenu sur Internet, on peut aussi être sensible à ce genre de questions. Hootsuite également, qui est un outil. Donc Hootsuite et TweetDeck sont des outils de programmation qui vous permettent de gérer les différents réseaux sociaux et donc du coup de programmer vos posts sur les différents réseaux. Donc quand tu parlais de communiquer, d'utiliser de manière efficace les réseaux sociaux, ça peut être un outil qui te permet ça. C'est-à-dire que tu peux programmer dès le début de la semaine l'ensemble de tes posts ou au début du mois, ou voilà, en fonction de ton super tableau Excel que tu auras réalisé au préalable. Du coup, ça te permet de gagner un maximum de temps et de processiser un peu l'utilisation des réseaux sociaux. Tu peux t'astreindre à avoir 30 minutes chaque lundi où tu fais tes publications pour la semaine et tu fais tout ou sur Hootsuite ou sur Buffer, qui permet aussi qu'il y ait un peu le service concurrent, et tu planifies de partout. Alors là, attention, peut-être que tu n'auras pas des contenus très adaptés à chaque plateforme, parce que c'est aussi des services qui dispatchent en fait, sur différentes plateformes, mais c'est toujours mieux si on personnalise sur chaque support, mais en tout cas, pour un maximum d'efficacité en un minimum de temps, ces services-là sont bien. Est-ce qu'il y a un service en fait, qui te permet de suivre toutes les publications qu'il peut y avoir, enfin toutes les réactions, tous les commentaires qu'il peut y avoir sur ce que tu publies en même temps sur Facebook, enfin qui rassemble tout, Facebook, Twitter. Tous les commentaires? Ouais. Moi, j'en connais pas. Ouais, ce que j'avais cherché, j'avais pas trouvé. Je trouvais ça dommage d'ailleurs. C'est toi qui es dev, non? Bah, je fais une formation. Bah voilà, tu sais le service qui te reste à lancer. Sur Twitter, il y a une personne qui nous dit aussi que sur TweetDeck, ce qui est pratique, c'est qu'on peut filtrer certains mots-clés pour éviter les messages sexistes aussi. Genre, si tu veux pas que tes mentions avec grosse pute apparaissent. Ouais, sur YouTube aussi, il y a la liste noire où vous pouvez mettre certains mots. Et du coup, ils seront directement supprimés. Si vous vous mettez sur Twitter, je vous invite vraiment à trouver un outil de ce type pour pouvoir un peu gérer vos publications, notamment parce que généralement, ils sont accompagnés de mots-clés justement que vous pouvez enregistrer, et donc du coup, de capter tout un flux lié à un mot-clé. Donc ça peut être justement pour éviter de capter ce flux, mais également si vous voulez suivre, je sais pas, l'actu des jeux vidéo, et qu'il y a un hashtag en particulier autour de ça, vous pouvez directement l'enregistrer dans cet outil et vous verrez tous les flux contenant ce hashtag apparaître automatiquement en temps réel. Du coup, vraiment, je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus. Du coup, comme on vous disait aussi, vous êtes forcément amené à créer des visuels. On en a parlé ce matin avec Cyrielle. Du coup, et là tout à l'heure, c'est chouette. Mais voici quelques outils tout simples pour en créer des rapidement, parce que c'est pas forcément toujours facile. Vous avez, pour récupérer des images libres de droit, un outil en plus de ceux qui ont été dit ce matin. Il y a notamment Pixabay, qui est une banque d'images libres de droit. Donc vous avez de tout à l'intérieur, des photos pas toujours terribles, mais aussi plutôt chouettes. Et puis c'est un bon moyen d'avoir des bases aussi pour faire des montages par la suite. Vous avez également Non-Project, Flaticon. C'est eux, pour le coup, si vous voulez créer des petits visuels pour vos réseaux sociaux, avec, je pense à pour changer des emojis ou autres. C'est plein de petits visuels. Voilà. Canva également. Ça, c'est un super outil pour le coup, qui vous permet de créer des visuels qui sont automatiquement... vous avez des templates en fait qui sont automatiquement adaptés aux différents réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est hyper pratique pour le coup, parce que vous voyez, il y a des différents formats en fonction de si vous voulez faire une bannière, si vous voulez faire un post sur Facebook ou une publication sur Twitter, c'est pas tout à fait les mêmes formats. Du coup, ce qui serait chouette, c'est d'essayer de voir si on a bien répondu à toutes vos questions. Le rapport personnel vis-à-vis de Oui, sa communauté. ok. Alors là, il y a plusieurs manières de l'appréhender. Je pense que c'est face à la personnalité de chacun.
je suis pas sûre que nous, on puisse dire il y a une bonne manière ou une mauvaise manière. Je connais des gens qui sont très proches de leur communauté, qui les ajoutent sur Facebook, qui discutent avec eux et qui les rencontrent dans la vie, et parfois ça devient des potes. Je connais d'autres personnes qui mettent une distance incroyable et, pour se protéger, en fait, et ce que je comprends aussi. Je suis pas sûre qu'en fait, il y ait des recommandations à faire. Je dirais peut-être toujours faire attention à soi et à se préserver et à pas trop en livrer et de se rappeler aux gens qu'entre l'image qu'on donne de soi et ce qu'on est et entre ce qu'ils pensent qu'on est et que tout ça, il y a un monde et que c'est étrange quand on s'expose sur Internet parce que parfois les gens peuvent avoir l'impression de connaître une personne alors que en fait non. Mais hormis ça, je pense que c'est la libre appréciation de chacun. Je suis pas sûre qu'il y ait de bonne ou de mauvaise façon de faire. C'est le vécu en fait. Comme des gens sont sociables et d'autres sont plutôt discrets et plus solitaires. Et je sais pas. Après, il y a peut-être des moyens aussi si vous en ressentez le besoin, de vous ménager un espace aussi qui vous est réservé sur les réseaux sociaux. Je pense notamment, typiquement, le plus simple sur Facebook, c'est de créer des comptes différents aussi. D'avoir un compte perso juste avec ses potes et puis un autre plus dédié au-delà de votre page, par exemple. Si vous avez envie d'être amis et d'avoir des relations plus fortes avec votre communauté, rien ne vous empêche de créer une page, un compte lié à cette page et un compte différent perso. Ou sinon, je vois aussi beaucoup, c'est certains youtubeurs qui... En fait, ils mettent en public sur Facebook ou en privé. C'est en public ce qu'ils veulent partager. Justement, c'est ce que tu dis, plutôt que faire une duplicité de compte, c'est certains posts, quand c'est des trucs marrants ou des annonces et tout, ils le mettent en public. Et à ce moment-là, en fait, c'est vachement... Tu sens effectivement dans les commentaires qu'il y a vraiment... la communauté est vachement contente de pouvoir partager. Genre quand c'est l'anniversaire d'un youtubeur, un truc comme ça, il le met en public, genre oh j'ai eu ça comme cadeau, et il y a tout le monde qui souhaite joyeux anniversaire, et tout le monde est super content en fait. Et là-dessus, c'est plutôt, ça fait une duplicité qui est plutôt pas mal. Dans les questions, alors il y avait comment fédérer une communauté réunir les différentes communautés. Alors moi, ça m'a posé une question, ce serait pourquoi les réunir. Enfin c'est bête, mais le dénominateur commun entre toutes ces communautés, du coup, c'est vous. Donc c'est des personnes qui vous suivent, peut-être sur différentes plateformes, mais je pense pas que les gens vont changer leurs usages. En fait, si vous suivez sur Twitter, ils vont pas se mettre à... Enfin, peut-être qu'ils vous découvriront votre chaîne via YouTube, mais je suis pas sûre que les usages des gens se modifient énormément. Et du coup, si vous suivez et que vous avez une interaction avec eux sur des plateformes différentes, en fait, c'est cool aussi d'avoir des rapports différents sur des endroits différents avec des publics différents. Et l'important, c'est que s'ils continuent à vous suivre et à soutenir ce que vous faites, en fait, c'est chouette. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai beaucoup de mal avec Twitter à suivre, à me servir de Twitter, donc c'est vraiment technique. Je commence à m'en sortir parce que je suis des gens, donc je commence à avoir une TL qui ressemble à ce que je cherche. Mais par exemple, j'ai énormément de mal à trouver les top tweets, à trouver les tendances, juste à savoir où c'est et à les retrouver dans le schmilblick du bazar en fait. Et ça, je sais pas si... C'est surtout de la pratique, je suppose, et il faut apprendre en faisant. Mais... Ouais, je pense que le meilleur moyen d'avoir une bonne communication en ligne, c'est de passer beaucoup de temps soi-même sur les réseaux en tant que consommateur pour assimiler les codes et après pouvoir se les réapproprier en tant que créatrice de contenu. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut passer par là. Après, est-ce que tu peux... comme technique, tu vois, ça peut être... Mais c'est vraiment perso pour le coup, mais moi, généralement, j'ai 2-3 hashtags, tu vois, qui m'intéressent. Et du coup, à partir de là, je vais cliquer dessus, je vais voir tous les tweets qui apparaissent. Et en fait, tu essayes de voir aussi, de repérer un peu les influenceurs sur les sujets. Et en fait, généralement, ils sont porteurs de tendances, de fait. Donc du coup, ça te permet aussi, tu vas les suivre et du coup, de pouvoir accéder aux tendances du moment sur ta thématique. Tu vois, en fait, en cliquant de hashtag en hashtag, ça va te permettre un peu de pouvoir te repérer et en fait, le tout n'est pas de savoir tout ce qui se passe sur Twitter à l'instant T, mais surtout de trouver ta bulle, en fait, finalement, ton espace à toi avec les gens qui gravitent autour de ta thématique, quoi.
Et c'est pareil, Pinterest et Insta, sur lesquels Insta j'ai créé un compte et je suis pas allée plus loin en fait. J'ai été assaillie de propositions de suivi, de machin, et j'ai rien réussi à tirer de... J'arrive pas à voir comment on s'en sert en fait. C'est super intéressant aussi par rapport à... Non, c'est ça, c'était pour les créas, mettre un peu les photos des créas quoi, mais au final j'arrive pas à communiquer par là, je communique par Twitter et en fait je pense que je vais en rester là parce que j'arrive pas à voir comment ça marche quoi. J'arrive pas à voir comment obtenir le contenu d'une personne, comment... Quand je tape un mot-clé, j'ai 40 photos qui sortent, mais je peux pas voir les autres photos de la même personne. Enfin, je suis complètement larguée, mais bon, ça suffit. Mais là, ça repasse par l'identification des plateformes, tu vois, et vraiment te dire, en fait, vous n'avez pas besoin d'être sur toutes les plateformes. Et plutôt qu'être parfois en dilettante sur 4-5 endroits à la fois, il vaut mieux se dire, bon, bah alors moi j'ai une chaîne YouTube, elle est sur telle thématique, donc par exemple, c'est pertinent que j'ai un compte Twitter, parce que là, il y a une communauté que ça peut intéresser, et bien, on peut être que très présent sur Twitter et vraiment fédérer une communauté entre ça et YouTube, et du coup, c'est pas trop chronophage, plutôt qu'avoir un Pinterest, un Instagram, un Twitter, un machin, et avoir 12 milliards de choses qui sont... personne, à moins d'embaucher un CM à plein temps, mais c'est vraiment dur de tout gérer, donc je pense qu'il vaut mieux se faire moins de plateformes, mais en maîtrisant les codes et en y affectant du temps. Et puis c'est lié aussi au fait que le principal, c'est aussi de se faire plaisir, quoi. Donc du coup, essayer de se forcer à utiliser une plateforme dont on ne se sent pas d'utiliser parce qu'on n'est pas à l'aise et voilà, parce que ça ne nous convient pas, c'est pas très utile. En fait, ça revient sur tout le reste, c'est le fait d'être honnête avec soi-même aussi, avec sa communauté. Ben voilà, si on le sent pas, on le sent pas, quoi. Et puis si c'est une interface que tu n'aimes pas et qui te saoule, en fait, ça va se sentir, je pense, dans tes posts. Que... Oui, au final, je peux pas, quoi. Ouais. J'ai un compte, quand on me le demande, je le donne, mais au final, les gens n'y trouvent rien, donc je pense que personne n'y gagne, quoi. Et puis c'est frustrant, c'est pas cool, même pour soi, tu vois. C'est pas très agréable comme sentiment. Tu dis, faut que je fasse un truc, faut que je fasse un truc, faut que je fasse un truc. Voilà, c'est pas un sentiment très positif, donc dans ces cas-là, c'est pas grave. Concentre-toi sur ce que tu sais faire et ce que tu aimes faire, et voilà. Et il faut toujours apprendre des nouvelles choses, mais concentre-toi sur ce que tu sais faire déjà. Je crois que ça s'est arrêté au moment où on avait fini. Voilà.